La porte de la salle de réunion se ferma avec un claquement sec. Abigail Harper, debout en bout de table, fixait les cadres réunis avec un regard tranchant comme une lame. « Cette analyse financière est un désastre, dit-elle la voix basse mais létale, chaque syllabe affûtée comme un couteau. Nous sommes à 2 semaines de l'introduction en bourse, et vous me dites que les chiffres ne collent pas. » Michael Grant, l'analyste financier en chef, s'agita sur sa chaise, le visage tendu, cherchant une réponse qui ne venait pas. « J'aurais besoin de quelques jours, bafouilla-t-il, mais avant qu'il ne puisse finir, une voix du fond de la salle l'interrompit. « Vous n'avez pas besoin de jours. Le problème est dans le fond de roulement. Vous avez confondu la gestion du capital avec l'amortissement. » Toutes les têtes se tournèrent. Nathan Carter, un homme debout près de la porte, un balai à la main, et un seau d'eau et un mot à ses pieds, elle parlait avec un calme désarmant. Les yeux d'Abigail se plissèrent de son visage, un mélange d'incrédulité et de colère. « Tu t'y connais en finance. Dégage maintenant, dit-elle, la voix sifflante. La salle plongea dans le silence. Personne ne bougea. Personne ne respira. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Abigail Harper avait bâti son empire sur 2 principes fondamentaux, ne faire confiance à personne et ne jamais montrer de faiblesse. À 35 ans, elle était la plus jeune PDG dans les 70 ans d'histoire de Harper & Cole, une entreprise qui dominait le paysage financier de Chicago. Le Wall Street Journal l'avait surnommée la lionne de l'Amérique des affaires et Forbes l'avait mise en couverture, mais ceux qui travaillaient avec elle connaissaient la vérité. Elle était brillante, certes, et impitoyable sans aucun doute, mais sous les tailleurs impeccables et la froideur glaciale se cachait une femme portant de profondes cicatrices. 5 ans plus tôt, elle avait fait confiance à son associé pour une acquisition majeure et il l'avait trahi vendant des informations à un concurrent et mettant l'entreprise en péril. Abigail s'en était relevée, mais la blessure n'avait jamais guéri. Désormais, elle ne faisait confiance qu'à elle-même. Son bureau, au 42e étage d'un gratte-ciel de verre et d'acier au cœur de Chicago, était une forteresse dominant la ville. Elle arrivait chaque matin à 6 heures et repartait après minuit. Pas de mari, pas d'enfants, pas d'amis, juste le travail, le contrôle, la survie. Nathan Carter vivait dans un monde totalement différent, 40 étages plus bas où il polissait les sols de marbre qui reflétaient des lumières qu'il n'atteindrait jamais. À 39 ans, il semblait plus vieux, les mains calleuses et les épaules voûtées par des années de travail invisibles. Personne ne regardait les concierges et c'était de là tout l'enjeu. Mais Nathan n'avait pas toujours été invisible. 8 ans plus tôt, il était une étoile montante chez Goldman Sachs, l'un des analystes financiers les plus brillants de New York. Ses modèles avaient fait économiser des millions à ses clients, ses intuitions avaient façonné des accords à plusieurs milliards de dollars. Il avait un bureau d'angle, un salaire à 6 chiffres et un avenir qui semblait sans limite. Puis sa femme Emily tomba malade. Un cancer agressif coûteux. L'assurance couvrait une partie des frais, mais pas assez. Nathan vida leurs économies, vendit leur appartement, contracta des prêts qu'il ne pouvait pas rembourser. Il travaillait jour et nuit, cherchant à gagner assez pour des traitements expérimentaux. Mais le système n'était pas fait pour des gens comme lui. Emily mourut un mardi matin dans une chambre d'hôpital qui sentait l'eau de Javel et les promesses brisées. Nathan lui tint la main jusqu'à ce qu'elle devienne froide. 3 semaines plus tard, il quitta son emploi. Il ne pouvait pas retourner dans ce monde, il ne pouvait pas prétendre que les chiffres sur une feuille Excel comptaient alors que le seul chiffre qui importait était 0, 0 battement de cœur, 0 avenir, 0 espoir. Il déménagea à Chicago, trouva un emploi de concierge de nuit et se consacra à la seule chose qui comptait encore, sa fille, Lily.
À 7 ans, Lily avait les boucles brunes de sa mère et l'intensité calme de son père. Elle était intelligente, curieuse et d'une gentillesse qui brisait le cœur. Chaque matin, Nathan l'accompagnait à l'école. Chaque après-midi, il allait la chercher. Ils passaient du temps au parc à la bibliothèque, ou simplement assis sur le canapé à dessiner ensemble. Lily adorait dessiner remplissant des carnets de croquis aux pastels de super-héros de princesses et de familles qui ressemblaient à la leur. Un jour, elle dessina Nathan avec une cape. « C'est toi, papa, dit-elle. Tu es un super-héros secret. » Nathan sourit, mais sa poitrine se serra. Il ne se sentait pas comme un super-héros. Il se sentait comme un homme qui avait échoué dans tout ce qui comptait. La nuit, après que Lily s'était endormie, il enfilait son uniforme de concierge et se rendait chez Harper & Cole. Il nettoyait les sols, vidait les poubelles et écoutait le bourdonnement d'un immeuble qui ne dormait jamais. Parfois, en passant devant les salles de réunion, il voyait des tableaux blancs couverts de projections financières. Ses doigts le démangeaient, envie de prendre un marqueur et de corriger les erreurs qu'il voyait, de prouver qu'il se souvenait encore comment exceller dans ce qu'il faisait autrefois. Mais il ne le faisait jamais. Cette vie était terminée. Il avait fait son choix. Lily avait accroché l'un de ses dessins dans le vestiaire de Nathan, au travail, 3 personnes se tenant la main, un homme grand, une petite fille et une femme souriante. Nathan n'avait jamais demandé qui était la femme. Il avait peur de la réponse. Dans la salle de réunion, Abigail sentait le contrôle lui échapper. L'introduction en bourse était son objectif le plus important, le couronnement de sa carrière, mais le modèle financier était erroné, et personne dans son équipe ne comprenait pourquoi. Elle avait passé 3 jours à examiner les chiffres, cherchant l'erreur sans succès. Maintenant, debout devant les cadres, elle sentait les murs se refermer sur elle. Et puis, ce concierge, ce personne avait osé parler. Elle était sur le point de déchaîner toute sa fureur, mais James Cole, le cofondateur et la seule personne dans la pièce dont elle respectait l'opinion, leva la main. « Laissez-le parler », dit James, le ton calme mais décidé. Abigail serra la mâchoire. « Tu ne peux pas être sérieux. »« Quel est le risque ?» répondit James, s'adossant à sa chaise, le visage indéchiffrable. « S'il se trompe, on perd 30 secondes. S'il a raison, on sauve l'opération. » Nathan n'attendit pas la permission. Il s'approcha du tableau blanc, prit un marqueur et commença à écrire. Son écriture était soignée, précise. Il dessina rapidement un diagramme étiquetant les colonnes de revenus, dépenses, fonds, de roulement-amortissement. Puis, il entoura 2 chiffres. « Ici, dit-il, vous avez compté l'amortissement 2 fois, une fois comme coût opérationnel et une autre dans vos ajustements de capital. Cela gonfle les coûts et fait apparaître un flux de trésorerie plus faible qu'il ne l'est. » Michael Grant fixa le tableau, le visage blême. « Mon Dieu, murmura-t-il. » Abigail s'approcha ses yeux, scrutant le diagramme. Son esprit passa en revue les calculs. Il avait raison. Complètement, indéniablement raison. Un des investisseurs seniors, un homme aux cheveux argentés nommé Robert Klein, se pencha en avant. « Où as-tu appris à faire ça? » Nathan posa le marqueur. « À Wharton. » La salle éclata en murmures. Les cadres échangèrent des chuchotements. Michael semblait vouloir disparaître. Abigail resta immobile, les mains serrées le long du corps. Elle avait été corrigée publiquement par un concierge. James souriait. Abigail ne dormit pas cette nuit-là. Assise dans son bureau, elle fixait le modèle financier corrigé à l'écran. Il était parfait et élégant, le genre de travail que seul quelqu'un avec des années d'expérience pouvait produire. Elle ouvrit son ordinateur portable et fit une recherche sur Nathan Carter. Ce qu'elle trouva
lui retourna l'estomac. Nathan avait été une étoile, articles, publiés, discours lors de conférences recommandations des grands noms de la finance. Puis, 8 ans plus tôt, plus rien. Pas de scandale, pas de casier judiciaire, juste le silence. Elle creusa plus loin. Elle trouva un avis de décès pour Emily Carter, une annonce de saisie hypothécaire, un accord de garde montrant Nathan comme unique tuteur d'une fille nommée Lily. Abigail s'adossa à sa chaise incertaine de ce qu'elle ressentait: respect, culpabilité, colère. Le lendemain soir, elle resta dans l'immeuble après les heures de bureau. Elle se dit que c'était pour examiner des contrats, mais c'était un mensonge. Elle voulait le voir. Elle trouva Nathan au 34e étage, nettoyant les parois de verre avec une précision méthodique. Il ne la remarqua pas tout de suite. Elle l'observa travailler, surprise par l'efficacité silencieuse de ses mouvements. « Tu ne l'as dit à personne, dit-elle enfin. » Nathan leva les yeux sans surprise. « Dis quoi? Que tu étais quelqu'un. » Il retourna à son travail. « Je suis toujours quelqu'un, juste pas celui que tu penses. » Abigail s'approcha. « Pourquoi as-tu abandonné? Ce ne sont pas tes affaires. Ça l'est devenu quand tu m'as corrigé devant tout le conseil. » Nathan s'arrêta un long moment. Puis, il posa son chiffon et la regarda dans les yeux. « Ma femme est morte parce que je n'avais pas les moyens de la sauver. J'ai passé des années à courir après l'argent, pensant que c'était important. Ça ne l'était pas. Alors j'ai arrêté. » Abigail sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle se détourna et partit avant qu'il ne puisse voir son visage. Abigail ne pouvait pas arrêter de penser à Nathan. Elle était furieuse contre elle-même pour cette fissure dans son armure, pour la manière dont ses mots avaient mis percer sa carapace. Cette nuit-là, dans son appartement luxueux avec vue sur le lac Michigan, elle revécut la scène des dizaines de fois, le concierge prenant le marqueur, le tableau se remplissant de chiffres précis, le silence stupéfait de la salle. Elle décida d'agir. Elle ouvrit son ordinateur et approfondit sa recherche sur Nathan Carter. Elle ne se contenta pas des informations superficielles. Elle contacta discrètement des détectives privés, des amis de longue date dans le monde de la finance. Ce qui émergea était le portrait d'un homme brisé par un destin cruel. Nathan avait quitté Goldman Sachs non pas à cause d'un effondrement professionnel, mais par amour. Emily, sa femme, une enseignante d'art passionnée, avait été diagnostiquée avec un cancer du pancréas à un stade avancé. Les traitements avaient été un cauchemar financier: chimiothérapie, radiothérapie, essais cliniques expérimentaux coûtant des dizaines de milliers de dollars par mois. L'assurance couvrait le minimum, laissant Nathan lutter avec des dettes écrasantes. Il avait tout vendu, travaillé à double contracter des prêts usuraires, mais le temps avait été le véritable ennemi. Emily était morte dans ses bras, murmurant de prendre soin de Lily. Nathan avait abandonné son monde de luxe pour un monde de sacrifices silencieux, déménageant à Chicago pour échapper aux souvenirs de New York et élever sa fille dans un environnement plus calme, loin des tentations du pouvoir. Abigail ferma le dossier, le cœur lourd. Pour la première fois, elle se vit refléter en lui tous deux, prisonniers de pertes, qui les avaient rendus durs, isolés. Mais alors qu'elle avait canalisé sa douleur dans l'ambition, il l'avait transformée en protection pour Lily. Le lendemain, elle convoqua James Cole dans son bureau. « Je veux lui offrir un contrat, » dit-elle, sans préambule, tout en sirotant un café noir. James haussa un sourcil surpris, mais pas totalement. « En tant que consultant. »« Pour l'introduction en bourse, exactement. 3 semaines, accès aux données brutes, un bureau isolé. 50 000 $.
James hocha lentement la tête. Le conseil approuvera. Mais Abigail, es-tu sûre, cela pourrait bouleverser les hiérarchies? Les hiérarchies sont ce qui nous a conduit à l'erreur initiale, rétorqua-t-elle, la voix ferme. Nous avons besoin des meilleurs potes de titre. James sourit. Vas-y, je te couvre. Abigail trouva Nathan ce soir-là dans le local de ménage, en train d'organiser des flacons de détergent avec la même précision qu'il appliquait au bilan. Nous voulons t'embaucher, dit-elle, entrant sans frapper. Nathan ne leva pas immédiatement les yeux. J'ai déjà un travail. Restructurer les finances de l'introduction en bourse. 3 semaines, 50 000 $. Il se tourna l'expression indéchiffrable. Pourquoi moi? Parce que tu es le meilleur pour la tâche. Je suis concierge. Tu es un analyste financier qui prétend être concierge. Il y a une différence. Nathan croisa les bras, l'évaluant. Et après 3 semaines, tu retournes à ta vie, nous à la nôtre. Après un long silence, il hocha la tête. J'aurais besoin des données brutes et d'un bureau calme, c'est fait. Alors qu'elle se tournait pour partir, il ajouta « Je ne fais pas ça pour toi. » Abigail s'arrêta. « Alors pour qui? » « Pour ma fille. Elle m'a demandé si les gens savent que je suis intelligent. Je veux lui montrer que oui. » Abigail sentit une boule dans la gorge, mais hocha la tête et sortit. Nathan commença à travailler la nuit après avoir mis Lily au lit. Le bureau qu'on lui assigna était au 39e étage, loin des commérages des cadres. Il avait un tableau blanc, un ordinateur puissant et un accès illimité aux dossiers de l'entreprise. Le modèle de l'introduction en bourse n'était pas seulement défectueux à cause de l'erreur sur le fond de roulement. Il y avait des dizaines d'anomalies mineures qui s'accumulaient en un chaos systémique, projections de revenus gonflés, hypothèses erronées sur les flux de trésorerie, intégration fiscale mal calibrée. Nathan travailla méthodiquement, démontant tout et reconstruisant de zéro, comme un chirurgien réparant un cœur défaillant. À 2 heures du matin, Abigail le trouva encore penché sur son bureau, entouré de feuilles Excel. « Tu devrais rentrer chez toi, dit-elle, entrant doucement. Bientôt. » Elle remarqua un dessin collé sur l'écran, un croquis au crayon d'un homme à un bureau avec l'inscription « Papa l'héros » en lettres tremblantes. « Ta fille ?» demanda-t-elle. « Lily. Elle pense que je fais quelque chose d'important. Tu le fais. » Nathan la regarda surpris. C'était la première gentillesse de sa part. Abigail se sentit mal à l'aise sous ce regard et partit sans ajouter un mot. Mais le lendemain matin, elle fit livrer un café dans son bureau sans ce mot. Les jours passèrent dans un rythme fébrile. Nathan isolait des variables, testait des scénarios, affinait des prévisions. Abigail l'observait de loin, passant, par hasard, près de son bureau, notant la lumière allumée tard le soir. Une nuit, elle le trouva endormi sur le clavier, la tête sur les rapports. Au lieu de le réveiller, elle drapa son manteau sur ses épaules et sortit. Le lendemain matin, le manteau était plié sur son bureau avec un post-it « Merci N ». Elle le garda dans un tiroir. Nathan, de son côté, luttait avec ses démons intérieurs. Chaque équation lui rappelait Emily les nuits, l'hôpital, à calculer les coûts contre les chances de survie. « Je ne peux pas revenir en arrière », se disait-il, mais Lily le poussait à avancer. Une soirée, après une journée intense, il l'appela « Papa, tu sauves le monde ». Il rit. « Juste des chiffres, ma chérie. »« Les chiffres, c'est de la magie, » répondit-elle, et ses mots le frappèrent. Abigail, pendant ce temps, commençait à se questionner. Sa vie était un vide de succès stérile. Elle voyait en Nathan un homme qui avait choisi l'amour plutôt que l'argent et elle enviait cette paix. Lors d'une pause, elle le surprit dans son bureau avec un repas à emporter. « Mange, dit-elle. Tu ne peux pas.
travailler le ventre vide. Ils parlèrent pour la première fois vraiment de Chicago, du lac de la manière dont la ville vibrait d'opportunités et de pièges. « Pourquoi restes-tu ici » demanda-t-il. « Parce que c'est ici que j'ai tout construit » répondit-elle, mais sa voix trahissait une incertitude. Nathan termina une section clé du modèle isolant, un risque caché dans les chaînes d'approvisionnement. Abigail l'examina impeccable. « Tu as du talent, admit-elle. »« Je l'avais perdu, répondit-il. Ou peut-être l'avais-je enterré. » Elle hésita, puis « Il n'est pas enterré. Il est toujours là. » Ce moment marqua un tournant. Abigail commença à partager des détails sur la vision de l'entreprise, pas seulement des chiffres. Nathan offrit des idées sur l'éthique financière, lui rappelant que les profits sans intégrité détruisaient. La tension entre eux s'adoucit en un respect mutuel. Mais les ombres du passé persistaient. Abigail revivait la trahison de son associé la nuit où elle avait juré de ne plus jamais faire confiance. Nathan revivait les funérailles d'Émilie Levide laissées. Pourtant, en travaillant côte à côte, ils commencèrent à guérir. Un matin, Abigail reçut un courriel de Robert Klein. « Le modèle préliminaire est solide. Présentez-le au conseil. » Son cœur bondit. Nathan, ignorant tout cela, continuait à affiner. Abigail l'observa depuis la porte, pensant « Qui est cet homme qui change tout ?» La nuit suivante, elle suivit impulsivement sa vieille voiture jusqu'à une école primaire en périphérie. Elle vit Lily courir dans ses bras, les boucles au vent, et Nathan la faire tournoyer en riant. Elle se sentit comme une intruse, mais ne put partir. Elle les vit au parc partager un sandwich père et fille dans un monde de pure joie. Ce spectacle la bouleversa, sa vieille à elle était pouvoir, la leur était amour. De retour chez elle, elle pleura les premières larmes depuis des années. James la trouva le lendemain. « Ça va. »« Je veux qu'il présente au conseil, dit-elle. Il le mérite. » James hocha la tête. « Tu changes, Abigail. » Elle ne répondit pas, mais savait qu'il avait raison. Nathan, quant à lui, luttait avec le doute retourné dans le monde qui l'avait trahi. Pour Lily, il décida que oui, mais seulement temporairement. Le chapitre se terminait avec eux plus proches, leurs cicatrices exposées, mais ne saignant plus près, pour la bataille du conseil. Abigail sentit pour la première fois que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une force. Nathan redécouvrit que son intellect pouvait servir pas seulement dominer. Chicago, avec ses tours et son lac, témoignait de leur rencontre un pont entre des mondes divisés. Nathan Carter se trouvait au centre d'un tourbillon qu'il n'avait pas prévu. Le petit bureau, au 39e étage de Harper & Cole, était devenu son refuge temporaire, un lieu où les chiffres parlaient plus fort que les hiérarchies. Chaque nuit, après avoir mis Lily au lit, il revenait au travail penché sur des graphiques et des projections avec un tableau blanc couvert d'équations qui ressemblaient à un puzzle à résoudre. Le modèle financier pour l'introduction en bourse était presque achevé, une œuvre de précision reflétant l'esprit brillant qu'il avait enterré des années auparavant. Mais ce n'était pas seulement le travail qui le tenait éveillé, c'était le poids de ce que cela signifiait. Chaque calcul corrigé, chaque risque identifié, était une réponse à la question de Lily Papa. Est-ce que les gens savent que tu es intelligent? Pourtant, tout en peaufinant les détails, il sentait le fantôme d'Emily à ses côtés, comme si les chiffres étaient une manière d'honorer sa mémoire, de prouver que son sacrifice n'avait pas été vain. Pendant ce temps, Abigail Harper se trouvait à un carrefour. La femme qui avait bâti un empire sur le contrôle découvrait que lâcher prise était plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Elle passait devant le bureau de Nathan plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre,
trouvant des excuses pour vérifier les progrès, mais en réalité, elle cherchait quelque chose de plus profond, un signe que la connexion entre eux n'était pas qu'une illusion. Un soir, elle le trouva en train d'étudier un rapport sur les projections de croissance. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle, s'appuyant contre le chambranle de la porte. Nathan leva les yeux, un demi-sourire sur le visage. Une inefficacité dans les coûts opérationnels. Si on la corrige, la marge s'améliore de 2%. Abigail hocha la tête, impressionnée mais réticente à le montrer. Pas mal pour un concierge, dit-elle, mais le ton était plus doux, presque taquin. Nathan rit un son rare qui la fit s'arrêter. « Je ne suis plus concierge, du moins pour 3 semaines. » Ce moment de légèreté s'évanouit rapidement. Le conseil d'administration était une tempête à venir. Charles Bennett, un investisseur senior avec une vision rigide du monde des affaires, n'avait pas digéré l'idée qu'un ancien concierge dirige la révision de l'introduction en bourse. Lors d'une réunion préalable, Bennett haussa le ton. « Allons-nous vraiment confier notre avenir à un homme qui nettoie les sols? C'est ridicule. » James Cole, toujours le médiateur, intervint. « Ce n'est pas ridicule si les chiffres sont corrects. » Et ils le sont. Abigail, qui aurait normalement laissé James gérer les tensions, sentit une colère croissante. « Nathan a repéré des erreurs que notre équipe a manquées, » dit-elle, le ton tranchant. « Si vous ne faites pas confiance là au travail, dites-le maintenant. » La salle se tut. Bennett, le visage rouge, ne répondit pas, mais son silence était hostile. Abigail savait que cela ne s'arrêterait pas là. Cette nuit-là, elle rentra chez elle et s'arrêta devant la fenêtre de son penthouse, observant les lumières de Chicago se refléter sur le lac Michigan. Elle pensa à son père, à ses mots durs lorsqu'elle était enfant « Tu ne seras jamais assez ». Elle avait passé sa vie à prouver qu'il avait tort, mais maintenant, elle se demandait si ce besoin de perfection l'avait emprisonnée. Nathan, avec sa simplicité et son courage, démantelait ses défenses. Ce n'était pas seulement son talent, c'était de son humanité, la manière dont il vivait pour Lily, dont il ne cherchait pas la gloire, mais seulement du sens. Le lendemain matin, Abigail organisa une réunion privée avec Nathan et James pour finaliser le modèle. Nathan présenta les résultats avec une clarté désarmante, expliquant comment il avait optimisé les projections de trésorerie et réduit les risques liés à la volatilité du marché. James feuilleta les pages, hochant la tête. « C'est du travail de manuel, dit-il. Le conseil n'aura d'autre choix que de l'approuver. » Mais Abigail n'était pas si sûre. Elle savait que Bennett et d'autres membres traditionnalistes chercheraient à saboter Nathan non pas à cause des chiffres, mais pour ce qu'il représentait une menace à leur monde élitiste. Elle décida d'agir. Elle convoqua une réunion informelle avec Robert Klein, l'investisseur senior qui avait montré de l'ouverture envers Nathan. « Nous devons mettre la pression sur Bennett, dit-elle sans détour. S'il n'est pas convaincu, il fera obstruction. » Klein, avec ses cheveux argentés et une aura de sagesse, hocha la tête. « Montre-moi les chiffres de Nathan. S'ils sont solides, je le soutiendrai. » Abigail lui tendit le rapport et Klein l'étudia pendant 1 heure. Lorsqu'il leva les yeux, il dit « C'est meilleur que tout ce que j'ai vu en 20 ans. Il est des nôtres. » Avec Klein de leur côté, Abigail se sentit plus confiante, mais le doute persistait. Et s'ils échouaient, et si le conseil rejetait le modèle par pur préjugé, pendant ce temps, Nathan continuait son travail, ignorant les manœuvres politiques. Un soir, Lily l'appela alors qu'il était au bureau. « Papa, tu sauves encore le monde ?» demanda-t-elle, la voix pleine de sommeil. Nathan sourit, le cœur serré. « Je fais juste quelque chose de bien, ma chérie. »« Je sais, dit-elle. Tu es le meilleur. » Ces mots
le poussèrent à continuer, mais il ne pouvait ignorer la tension. Il savait que le conseil le voyait comme un intrus, un homme qui n'appartenait pas à leur monde. Pourtant, chaque fois qu'il regardait le dessin de Lily sur son écran, il se rappelait pourquoi il le faisait. Abigail, de son côté, changeait. Ses visites nocturnes au bureau de Nathan devenaient plus fréquentes, plus pour le travail. Une nuit, elle apporta une pizza et ils s'assirent ensemble, parlant de tout sauf de chiffres. « Comment est Chicago pour toi? » demanda-t-elle. « C'est que chez moi, » répondit Nathan. « Ce n'est pas New York, mais c'est là où Lily est heureuse. Et ça suffit. » Abigail hésita, puis dit « Je ne sais pas si je sais ce que signifie suffisant. » Nathan la regarda surpris par cette vulnérabilité. « Ça signifie savoir quand arrêter de courir. » Ces mots la frappèrent. La semaine avant la réunion du conseil, Abigail fit un geste qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle suivit Nathan après le travail, non pour l'espionner, mais pour comprendre. Elle le vit chercher Lily à l'école, l'emmener au parc Lincoln, la pousser sur la balançoire. Le rire de Lily était un son pur et le sourire de Nathan était quelque chose qu'Abigail n'avait jamais vu au bureau libre vivant. Elle rentra chez elle et se regarda dans le miroir, se demandant quand elle avait cessé de sourire ainsi. Le jour de la présentation au conseil approchait. Nathan acheva le modèle, un chef-d'œuvre de logique et d'intuition. Il le présenta à Abigail et James lors d'une réunion privée. James était enthousiaste. Ça nous mènera au-delà de l'introduction en bourse. C'est révolutionnaire. Abigail, cependant, resta silencieuse. Elle savait que le travail était parfait, mais l'admettre signifiait céder une partie d'elle-même et cela l'effrayait. La nuit avant la réunion, elle trouva Nathan encore au bureau. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle. « Je le suis » répondit-il. « Mais je ne suis pas ici pour gagner une bataille. Je suis ici pour Lily. » Abigail hocha la tête, incapable de répondre. En partant, elle laissa un autre café sur son bureau sans mot. La réunion du conseil fut un champ de bataille. Nathan se leva non plus le concierge, mais un homme avec une mission. Il expliqua le modèle avec calme, répondant aux questions avec une précision chirurgicale. Robert Klein l'applaudit. « C'est le meilleur travail que j'ai jamais vu. » Mais Charles Bennett ne lâcha pas. « Monsieur Carter, dit-il, le ton venimeux, vous êtes un concierge. Allons-nous vraiment confier notre avenir à quelqu'un qui nettoie les toilettes? » La salle se figea. Abigail sentit son sang bouillir. Elle allait parler, mais Nathan la devança. « Vous ne confiez pas l'avenir à moi, dit-il la voix ferme. Vous le confiez au travail. S'il est faux, rejetez-le. Mais s'il est juste, peu importe, si je nettoie des sols ou si je suis dans un bureau d'angle. » Bennett n'avait pas de réponse. Abigail se leva. « Le travail est juste, dit-elle, le ton coupant le silence. » Nathan a sauvé cette introduction en bourse. Si quelqu'un a un problème, qu'il en discute avec moi. Un par un, les membres du conseil levèrent la main pour approuver même Bennett, bien que de mauvaise grâce. Après la réunion, Abigail trouva Nathan dans le couloir. « Tu n'avais pas besoin de me défendre, dit-il. »« Je n'ai pas défendu toi, j'ai défendu le travail. »« Y a-t-il une différence? » demanda Nathan. Elle ne répondit pas, mais en s'éloignant, elle comprit qu'il y en avait une et cela l'effrayait. Cette nuit-là, tandis que Nathan rentrait chez lui, Abigail resta dans son bureau fixant le lac. Pour la première fois, elle se demanda si le contrôle était vraiment de la force ou simplement de la peur. Nathan, avec sa vie simple et son amour pour Lily, lui montrait une autre façon d'être. Et elle, pour la première fois, voulait apprendre. Le succès de l'introduction en bourse fut un triomphe retentissant pour Harper & Cole. Les titres des journaux financiers de Chicago célébraient la vision d'Abigail Harper, les actions grimpèrent en flèche, et les investisseurs étaient en extase.
Même Charles Bennett, l'investisseur senior qui avait contrarié Nathan, fut forcé de reconnaître que le modèle financier de ce dernier avait été la clé. Mais, pour Abigail, la victoire n'avait pas le goût attendu. Il y avait un vide en elle, un écho qu'elle ne pouvait ignorer. Les 3 semaines de Nathan touchaient à leur fin, tout comme son contrat. L'idée qu'il retourne à sa vie de concierge, comme si rien n'avait changé, la perturbait. Ce n'était pas seulement son talent qui la troublait, c'était sa manière de vivre avec une authenticité qu'elle avait enfouie sous des couches de contrôle et d'ambition. Une soir, elle le trouva dans le petit bureau du 39e étage, en train d'emballer ses quelques affaires. « Tu pourrais rester, dit-elle depuis la porte la voix plus douce qu'elle ne l'avait prévu. Nathan leva les yeux surpris. « Comme quoi, ce que tu veux. » Consultant, conseiller, partenaire. Il posa une boîte sur le bureau. « Je ne cherche pas une carrière. » « Alors que cherches-tu » Nathan la fixa, ses yeux pleins d'une clarté qui la désarma. « Je cherche une vie où ma fille n'a pas à se demander si je suis fier de ce que je fais. » Abigail fit un pas vers lui, sentant le poids de ses propres mots. « Quand j'avais 12 ans, mon père m'a dit que je ne serais jamais assez, que je passerais ma vie à prouver qu'il avait tort et que j'échouerais quand même. » Sa voix trembla, quelque chose qu'elle n'avait pas permis depuis des années. J'ai passé chaque jour depuis à essayer de prouver qu'il se trompait. Je pensais que cela signifiait être parfaite, intouchable. Mais tu avais raison. J'ai peur parce que si je ne suis pas parfaite, peut-être qu'il avait raison. Nathan traversa la pièce et s'arrêta devant elle. « Ton père avait tort, dit-il fermement. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu dois juste être réelle. » Abigail sentit les larmes couler sur son visage, quelque chose qu'elle détestait, mais ne pouvait arrêter. « Comment fait-on » murmura-t-elle. « Tu le fais quand tu as défendu mon travail devant le conseil. Tu le fais quand tu as laissé ton manteau sur mes épaules. » Il tendit la main et essuya une larme de son visage. « Tu le fais maintenant. » Abigail laissa échapper un rire brisé. « J'ai été horrible avec toi, oui? Et tu ne me détestes pas, non? » Pourquoi pas Nathan sourit un mélange de tristesse et de chaleur. « Parce que je sais ce que ça fait de tout perdre. Je sais ce que ça fait d'avoir si peur de perdre à nouveau qu'on arrête de vivre. Je ne le souhaiterais à personne. » Abigail ferma les yeux, laissant ces mots s'installer. Quand elle les rouvrit, elle dit « Viens dîner demain soir. » « Pourquoi? »« Parce que je veux rencontrer ta fille. » Nathan hésita puis hocha la tête. « D'accord. » Le lendemain soir, Abigail se tenait devant l'immeuble de Nathan, tenant un sac de nourriture à emporter et remettant en question chaque décision qui l'avait menée là. Elle était sur le point de faire demi-tour, mais la porte s'ouvrit et Lily apparut, le visage illuminé d'enthousiasme. « Tu es l'ami de papa » Abigail s'accroupit à son niveau. « Je crois que oui. Je suis Abigail. Je suis Lily. Tu veux voir mes dessins. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Lily lui prit la main et la tira à l'intérieur. L'appartement était petit mais chaleureux, les murs couverts des dessins de Lily. Nathan était dans la cuisine, visiblement nerveux. Lily laisse respirer mademoiselle Harper. « Ça va, » dit Abigail, souriant. Elle s'assit par terre pendant que Lily étalait ses dessins. « C'est papa quand il était super-héros. C'est nous deux au parc. Et ça, c'est... » Elle s'arrêta, montrant un dessin de 3 personnes se tenant la main. « C'est notre famille. » Un jour, Abigail sentit une boule dans la gorge. « C'est magnifique. » Ils dînèrent ensemble autour d'une petite table, Lily posant 1000 questions. Abigail se surprit à vraiment rire pour la première fois depuis des années. Après le dîner, Lily s'endormit sur le canapé, la tête sur les genoux d'Abigail. Nathan s'assit à côté d'elle, l'expression douce. « Elle t'aime, dit-il doucement. » «
Je l'aime. Elle t'a dessiné, tu sais. Dans ce dessin, la femme qui nous tient la main. Abigail regarda la fillette endormie, le cœur brisé. Comment le savait-elle? Les enfants voient des choses que nous ne voyons pas. Ils restèrent s'étant silencieux, un silence confortable, jusqu'à ce que Nathan porte Lily au lit. Quand il revint, Abigail était debout près de la fenêtre, regardant les lumières de Chicago. « Je ne sais pas comment faire ça, dit-elle. Faire quoi être une personne? Être quelqu'un qui appartient à une vie comme celle-ci. » Nathan se posta à côté d'elle. « Tu n'as pas besoin de savoir. Tu dois juste essayer. » Elle se tourna vers lui. « Et si j'échoue, alors tu échoues. Mais au moins, tu auras essayé. » Abigail lui prit la main rugueuse, calleuse, réelle. « J'ai passé toute ma vie à penser que je devais être forte seule. Mais ici, avec toi, je me sens plus forte que je ne l'ai jamais été. » Nathan serra sa main. « Tu n'as jamais été faible, Abigail. Tu avais juste peur. Je le suis encore. » Moi aussi. Ils restèrent là, deux personnes brisées, se tenant l'une à l'autre. Pour la première fois depuis des années, aucun d'eux ne se sentit seul. Les semaines suivantes apportèrent des changements. James approcha Nathan avec une offre, un poste permanent en tant que consultant financier. Mais Nathan surprit tout le monde. « Je ne veux pas être employé, dit-il. Je veux créer quelque chose de nouveau. » James haussa un sourcil. Comme quoi, un programme pour les gens qui ont quitté le secteur, qui ont échoué, se sont brûlés ou ont tout perdu. Des gens comme moi. Leur donner une seconde chance. Abigail, qui était restée silencieuse pendant la réunion, se pencha en avant. Ce serait coûteux. Ça en vaudrait la peine. James réfléchit, puis sourit. « Je le financerai à une condition. Laquelle que tu le diriges. » Nathan hésita, puis hocha la tête. Mais tout le monde n'était pas satisfait. Charles Bennett convoqua un vote à huis clos parmi les investisseurs seniors pour bloquer l'initiative et retirer Nathan de tout rôle d'influence. « C'est un concierge, dit-il. Il n'a pas sa place dans notre monde. » Le vote était prévu pour la semaine suivante. Abigail savait qu'elle devait agir. Elle convoqua une réunion avec le conseil, mais cette fois sans Nathan. « Je ne suis pas ici pour défendre Nathan Carter, dit-elle, la voix ferme. Je suis ici pour défendre cette entreprise. Pendant des années, nous nous sommes vantés d'être innovants, de prendre des risques. Mais quand nous faisons face à quelqu'un qui incarne vraiment ces valeurs, nous prenons peur. Pourquoi? Parce qu'il ne correspond pas à notre idée du succès. » Elle regarda directement Bennett. « Nathan n'a pas besoin d'un bureau d'angle pour être précieux. Il n'a pas besoin d'un titre pour être brillant. Et si nous ne le voyons pas, nous ne sommes pas l'entreprise que je pensais que nous étions. » La salle était silencieuse. Puis James se leva. « Je soutiens Mlle Harper et je soutiens le programme de Nathan. » Un par un, les autres membres du conseil se levèrent, même Bennett, bien que son visage soit rouge de colère. Le vote passa. Mais Nathan n'était pas intéressé par les politiques. Le lendemain du vote, il annonça qu'il refusait le titre officiel de directeur. « Je n'ai pas besoin d'un poste, » dit-il à Abigail. « J'ai besoin de changer le système et je ne peux pas le faire de l'intérieur. » 6 mois plus tard, Nathan se tenait devant une classe de 20 personnes. Certains étaient d'anciens cadres, d'autres cherchaient un changement de carrière, d'autres encore avaient tout perdu et tentaient de reconstruire. Il appela le programme « Nouveaux Horizons ». Ce n'était pas tape à l'œil sans sponsor d'entreprise ni communiqué de presse, juste des gens qui apprenaient, grandissaient, essayaient à nouveau. Abigail visitait souvent se disant que c'était pour superviser l'investissement, mais la vérité était qu'elle voulait le voir être proche du monde qu'il construisait. Lily venait parfois aux cours assise au fond, à dessiner pendant que son père enseignait. Un après-midi,
Abigail s'assit à côté d'elle. « Que dessines-tu aujourd'hui » Lily montra un dessin d'une femme en tailleur tenant la main d'une petite fille. « C'est toi, » dit Lily. « Maintenant, tu fais partie de notre famille. » Les yeux d'Abigail se remplirent de larmes. « Ça te va ?» Lily hocha la tête solennellement. « Papa est plus heureux quand tu es là. Alors moi aussi. » Abigail serra la fillette dans ses bras, la tenant comme si elle pouvait disparaître. Nathan observa depuis l'avant de la salle, le cœur plein. Cette nuit-là, Abigail et Nathan s'assirent sur les marches de l'immeuble où ils s'étaient rencontrés. La ville bourdonnait autour d'eux, mais ils étaient immobiles. « Regrettes-tu jamais, » demanda Abigail, « d'avoir abandonné la carrière que tu avais? » Nathan réfléchit. « Je regrette de ne pas avoir pu sauver Emily. Je regrette que Lily ait grandi sans sa mère. Mais je ne regrette pas la vie que j'ai construite après parce qu'elle est réelle et elle est à moi. » Abigail posa sa tête sur son épaule. « Je pensais que le contrôle signifiait la force, mais tu m'as appris quelque chose. Quoi que lâcher prise est plus fort. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Abigail parla à nouveau. « Je veux faire quelque chose pour Emily. » Nathan la regarda. « Que veux-tu dire? Un fonds de bourse au nom d'Emily pour les familles qui ne peuvent pas se permettre des soins médicaux, une éducation ou une seconde chance. » La voix de Nathan devint lourde. « Si tu le fais, nous le faisons ensemble. » Il lui prit la main et la serra fort. « Elle t'aurait aimé. J'aurais voulu la connaître. Tu la connais. Elle est en Lily. Elle est dans la manière dont j'essaie de vivre. Elle est partout. » Abigail lui baisa doucement la joue. « Alors je l'honorerai en étant la meilleure version de moi-même. Pour toi, pour Lily, pour elle. » Un an plus tard, ils étaient ensemble sur une scène devant 200 personnes. La fondation Emily Carter était officiellement lancée. Elle avait des financements, un soutien et une mission: donner une seconde chance à ceux que le système avait abandonnés. Abigail monta au micro les mains tremblantes, mais la voix ferme. « Il y a un an, je pensais tout savoir. Je pensais que le succès signifiait contrôle, perfection, victoire. Mais ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que le succès était différent. C'est se présenter. C'est être réel. C'est choisir l'amour plutôt que la peur. » Elle regarda Nathan debout, au premier rang avec Lily, sur ses épaules. « Merci à l'homme que j'ai autrefois ignoré, l'homme qui m'a appris l'humilité. L'homme qui m'a montré que la force ne signifie pas être seul. » La foule applaudit. Nathan monta sur scène Lily, toujours dans ses bras. Il la posa doucement et prit le micro. « J'ai passé des années à penser que j'avais échoué, que j'avais perdu ma chance. Mais ensuite, j'ai compris une chose. La vie ne concerne pas les opportunités que nous perdons. Elle concerne les opportunités que nous créons. » Il se tourna vers Abigail. « Il y a un an, je nettoyais les sols de cet immeuble. Je pensais être invisible, mais quelqu'un m'a vu. Quelqu'un a cru en moi et ça a tout changé. » Il lui prit la main. « Je suis encore en train d'apprendre à recommencer, mais j'aimerais continuer à apprendre avec toi, si tu veux de moi. » Les yeux d'Abigail étaient brillants. « Je suis en train d'apprendre aussi. Comment être vulnérable, comment faire confiance, comment t'aimer. » Elle sourit. « Et si tu continues d'enseigner, je continuerai d'écouter. » Nathan l'attira vers lui. Ils s'embrassèrent et la foule explosa en applaudissements. Lily sautait de haut en bas, criant « Papa a une petite amie, papa a une petite amie. » Abigail rit un son lumineux et libre. Elle s'agenouilla et serra Lily dans ses bras. « Qu'en penses-tu, Lily ?» Lily sourit. « Je pense que nous sommes enfin une vraie famille. » Nathan rejoignit l'étreinte, entourant ses bras autour des deux.
Pour la première fois en 8 ans, il se sentit complet. La leçon de cette histoire est que le vrai succès ne se mesure pas par les titres, le pouvoir ou la perfection, mais par le courage d'être authentique, d'affronter ses peurs et de donner aux autres une seconde chance. C'est une invitation à lâcher le contrôle, à choisir l'amour et à construire un avenir qui honore qui nous sommes vraiment pas ce que nous pensons devoir être.